commencer par les 4 premiers ateliers. Donc, je vais appeler Léo Coutelec, Hervé Platel, Thérèse Jonvaux et Stéphanie Pain, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de participer à ce difficile exercice que de rapporter un peu ce qui s'est dit dans les ateliers ce matin, de faire un peu le tri, parce qu'en fait, vous avez quand même peu de temps donc pour pouvoir un peu nous dire ce qui s'est dit, l'essentiel de ce qui s'y est dit. Donc, on va commencer par l'atelier numéro 1, soins et recherche en santé. Donc, c'est Léo Coutelec, qui est chercheur en épistémologie à l'Espace éthique d'Île-de-France, qui va nous rapporter cet atelier. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, et ceux que je n'ai pas vus. Donc effectivement, notre atelier était intitulé « Les citoyens vieillissants en difficulté cognitive, en besoin et droit à des soins et de la recherche en santé ». Donc on a eu une première intervention d'un invité étranger, comme dans chaque atelier, Julian Hughes, qui nous a introduit à sa réflexion personnelle sur sa conception de la recherche et notamment de la participation de ces personnes concernées à la recherche et sur la nécessité de faire évoluer les cadres conceptuels, notamment dans le domaine de l'éthique de la recherche et en particulier autour de la notion de consentement. Donc Julian Hughes a retracé d'abord un petit peu les cadres standards, déclaration d'Helsinki, etc., sur l'éthique de la recherche, pour en arriver à constater qu'il était nécessaire aujourd'hui pour notamment que les personnes, ces sujets vieillissants en difficulté cognitive, comme on les a nommés dans cet atelier, puissent participer à la recherche, de faire évoluer la notion de consentement, de passer d'une conception légaliste à une conception plus éthique, c'est-à-dire passer d'une conception qui est basée sur des normes fixes à une conception qui est plus de l'ordre d'un consentement réciproquement négocié, qui serait basé non plus simplement sur une checklist avec des croix à mettre ou à ne pas mettre, mais plutôt basé sur des valeurs, sur un contexte et sur les vertus des personnes concernées dans ce contexte donné. Et donc il en vient à faire la proposition d'une recherche comme relation vertueuse. Voilà, avec cette notion de réciprocité, de coévolutivité, de co-responsabilité, de mise en lien et en présence de vertus réciproques entre les personnes, qui permettrait d'adapter à chaque fois cette notion de consentement à une situation particulière. Voilà. Donc, bon, ça a été très éclairant, ça n'a pas forcément ensuite... bon, ça a été un éclairage voilà, d'introduction de l'atelier. Ensuite, nous avons donc fait, selon les préconisations des animateurs, 2 temps. Un temps d'état des lieux sur un petit peu les difficultés qu'il pouvait y avoir, les constats qui étaient faits sur cette question de la place des personnes dans la recherche, leurs besoins, leurs droits, et puis ensuite on a essayé de tracer des perspectives. Donc 4 points là-dessus. Premier point, on a parlé du rôle, on a parlé des phases de repérage. Voilà, des phases de repérage, Philippe Amouyel en a parlé ce matin, l'enjeu est que le repérage soit précoce, en tout cas d'essayer d'intervenir le plus en amont possible. Et dans ce contexte-là, on a discuté du rôle du médecin généraliste. Et là, le constat a été fait qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et des ambiguïtés. D'un côté, on reconnaît le rôle clé qu'a le médecin généraliste dans le suivi des personnes par la connaissance globale qu'il peut avoir de la famille, du contexte social, culturel de la personne concernée, son rôle pour une prise en charge globale, son rôle dans la redirection ou pas vers des consultations mémoire, son rôle de traducteur, notamment quand il reçoit les comptes rendus d'hospitalisation, etc. Et en même temps, le constat qu'il y a un cloisonnement, une difficulté pour les médecins généralistes, selon une étude qui a été faite sur en tout cas des interviews qui concernaient 13 d'entre eux,
un trio médecin-patient proche, mais où là, ce qui nous a été relaté, c'est la vision du médecin par rapport à la maladie, où il y a une difficulté à accepter cette notion de diagnostic qui reste pour eux un outil de stigmatisation qui n'est pas utile dans le contexte où on n'a pas de solution à apporter curative derrière et qu'il y a des difficultés à diriger vers les consultations mémoire leurs patients. Et puis avec cette idée aussi que la formation peut-être de ces médecins généralistes continue à faire une distinction très claire entre la maladie d'Alzheimer qui serait réservée à des sujets jeunes et que ensuite le reste serait plutôt de l'ordre de la démence sénile et que ça serait plus spécifiquement la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc ici, il y a une difficulté qui a été pointée et des solutions peut-être qui sont plutôt de l'ordre de la formation, notamment la formation en médecine, qui devrait peut-être prendre ce problème à bras-le-corps pour essayer de décloisonner cette place centrale et en même temps qui peut parfois être un frein du médecin généraliste. Le deuxième point, qui est en lien avec le premier, mais qui va l'étendre, c'est la question de la difficulté à définir une culture gériatrique au-delà de la gériatrie. Il y a des spécificités de l'accueil, de l'accompagnement, de la prise en charge des personnes âgées, a fortiori des personnes âgées avec des troubles cognitifs. Et il semblerait que ça nécessite de développer une certaine culture pour que ces parcours soient adaptés et que cette culture commune, culture gériatrique, mais au-delà des services de gériatrie, n'existe pas forcément. Alors des exemples ont été donnés, par exemple aux urgences ou en chirurgie ou dans des services qui ne sont pas spécifiquement dédiés à ces personnes où on a parfois des prises en charge inadaptées. Et donc pour la fluidité des parcours et pour une prise en charge plus globale et adaptée, il faudrait en tout cas peut-être, et les SHS ici pourraient avoir un rôle à jouer, créer une culture commune qui permettrait de s'adapter à la spécificité des sujets âgés à troubles cognitifs. Voilà, décloisonner les spécialités pour plus de cohérence, créer des formations qui soient pluridisciplinaires autour de cette notion de culture gériatrique, pas simplement pour les gériatres, et à s'assurer que ces formations aient un suivi et une effectivité réelle sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point qui a été pointé, toujours lié, une conséquence du précédent, des problèmes de communication qui ont été pointés, notamment au sujet des diagnostics ou des comptes rendus d'hospitalisation qui parfois sont transmis à la famille de façon brute. Ça a été dit en tout cas, souvent sont traduits par le médecin généraliste, mais pas tout le temps. Et même si dans ces cas où la traduction se fait par un intermédiaire, il y aurait des nécessités à trouver peut-être d'autres formes d'expression que ces comptes rendus-là. Et là aussi, les disciplines sciences de la communication et de l'information, des disciplines de SHS pourraient avoir leur rôle à jouer dans ces différents modes de traduction, de transmission d'une information, et notamment en contexte diagnostique. Voilà, ça permettrait aussi d'une meilleure appropriation de la maladie, on en a un peu parlé ce matin aussi, et peut-être aussi que serait pour conséquence de lutter contre une forme de stigmatisation des personnes diagnostiquées. Sur le point précédent, j'ai oublié, et je le vois sur mes notes, pour la notion de culture commune gériatrique permettrait aussi ça a été beaucoup dit dans l'atelier, d'essayer d'éviter le biais de l'agisme, voilà, c'est-à-dire cette idée selon laquelle il y aurait une catégorie de personnes qui seraient à part et voilà, qui pourraient se retrouver exclues par le fait qu'on les stigmatise, les personnes âgées a fortiori à troubles cognitifs, et donc essayer de créer une culture qui un peu dédiabolise ces personnes-là pour les intégrer comme citoyens à part entière. Et puis enfin, un dernier point, mais celui-ci il a été abordé en fin d'atelier
de façon moins approfondie, et pourtant c'est un point qui a été relevé comme important, c'est la question de la prévention. Puisque le repérage des signes, l'accompagnement, la prise en charge, etc., ça c'est très bien, mais il y a aussi la question de la prévention. Ça a été un enjeu pointé par Philippe Amouyel ce matin, donc ça a été rappelé que si on retarde de 5 ans, en tout cas les premiers signes, enfin l'entrée dans la maladie, on peut diminuer le nombre de diagnostiqués de 50%, donc c'est beaucoup, c'est énorme. Et donc il y a un véritable enjeu de prévention primaire, en appuyant, en essayant de faire passer le message qu'il y a une véritable efficacité à cette prévention primaire, notamment sur les risques cardiovasculaires, et puis sur cette fameuse réserve cognitive qui aurait à travailler très tôt, en rappelant que les personnes bilingues entrent dans la maladie en moyenne 5 ans plus tard que les autres. Donc voilà, des véritables enjeux sur la prévention primaire. Et là aussi, il semblerait qu'il y ait un problème de communication et de formation, et donc toujours un petit peu le même sujet, cette idée de cette culture commune qu'il faut développer au-delà des spécialités qui en ont la charge habituellement. Voilà. Bon, j'espère avoir été fidèle et ne pas avoir trahi la parole de l'atelier. Voilà. Merci beaucoup. Alors pour l'atelier numéro 2 sur les interventions pour l'autonomie et la qualité de vie, je vais laisser la parole à Hervé Platel, qui est professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir d'être rapporteur dans ce contexte. Si on m'avait traité de rapporteur quand j'étais écolier, j'aurais été très vexé, mais là, au contraire, c'est un plaisir. Donc, quelques éléments. Alors, on va voir qu'il y a des communautés, des points qui se recouvrent entre les différents ateliers, et on ne sera pas très surpris. Par rapport à l'atelier 2 sur les interventions pour l'autonomie et la qualité de vie, alors de la même manière, même schéma. Donc, nous avons une intervention extrêmement pertinente de Marjolaine de Vught, qui a bien posé en fin de compte les questions principales. Et une des questions qui s'avère tout de suite évidente, c'est en fait la grande diversité, voire même l'hétérogénéité des actions que l'on va rencontrer quand on parle d'intervention psychosociale. Et quand on parle de thérapie donc non médicamenteuse, c'est vrai qu'il y a donc un point de définition qui n'est pas toujours très clair, puisqu'on voit bien qu'on va de la stimulation cognitive jusqu'à l'intervention culturelle. Et donc, cette grande hétérogénéité peut poser des questions. En tout cas, effectivement, elle s'impose. Alors, quels sont les points que Marjorie a bien posés? C'est que, évidemment, les personnes qui ont un handicap cognitif, en particulier dans le cas des démences, peuvent éprouver du bien-être malgré la maladie. Et l'entrée par le plaisir, c'est souvent, en fin de compte, ce qui est revendiqué par ces interventions psychosociales. C'est un point commun souvent qu'on va retrouver. Le choix et le contenu des interventions doivent être ajustés le plus possible aux caractéristiques, aux besoins et aux aptitudes de la personne et de son aidant. Donc c'est l'idée de personnalisation des interventions, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est bien entré maintenant dans la tête de tout le monde, et qu'il ne faut pas imaginer avoir des recettes qui seraient universelles et qui s'appliqueraient à tout à chacun. Il faut personnaliser, ce qui n'est pas forcément évident. Des interventions précoces, alors ça c'est un peu nouveau parce que effectivement les interventions psychosociales, on a longtemps travaillé dans le cadre des institutions, des EHPAD, mais de plus en plus on voit venir des interventions de plus en plus précoces. Mais elles sont encore trop rares, et notamment pour des raisons un peu de structuration. Comment on fait arriver des interventions psychosociales au domicile, de quelle manière, quels sont les interlocuteurs. Est-ce que là, il peut y avoir une réponse à l'intérêt avec des outils numériques? En tout cas, c'est aussi une illustration qui nous a été faite de possibilités. Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir des applications en ligne pourrait être une réponse pour certains types d'interventions? Alors ça, c'est sans doute peut-être quelque chose qui va se développer dans le futur.
La question, c'est aussi comment maximiser les effets des interventions psychosociales. Et je pense qu'un des aspects importants et nouveaux, c'est de plus en plus donc tenir compte qu'on n'a pas les mêmes objectifs en fonction du stade où on est avec le patient et son aidant. Donc clairement, les objectifs des interventions psychosociales donc, précoces en début de maladie n'ont pas du tout les mêmes objectifs que les interventions qui vont arriver effectivement en institution et pour des personnes à des stades modérés à sévères. Et on implique de plus en plus les aidants familiaux ou les aidants professionnels dans ces interventions psychosociales. Et ça, je pense aussi que les travaux de recherche, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, intègre effectivement la dyade patient-aidant dans les impacts positifs ou pas positifs donc, des interventions. Donc, au-delà de ça, effectivement, se pose la question comment proposer des interventions précoces. Et il y a un point critique, c'est autour du moment avant le diagnostic. C'est un peu difficile. Là, on va parler de réserve cognitive et d'autres choses. Hein, donc là, de messages politiques par rapport donc, à notre bien-être en tant que citoyen. Après, il y a le passage critique donc, où le diagnostic est posé. Alors, comment on arrive à proposer une intervention psychosociale à ce moment critique donc, de l'annonce du diagnostic. Et je pense que cette question, elle s'intègre aussi à une autre question. J'ai entendu le mot stigmatisation et c'est clairement là aussi où on va retrouver cette question. C'est comment ces interventions psychosociales interviennent pour essayer aussi de diminuer la stigmatisation de ces patients, notamment en leur proposant de conserver une vie sociale et surtout une vie culturelle malgré les difficultés cognitives, c'est-à-dire de les intégrer en tant que citoyens véritablement à la vie culturelle, et chose qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Et on ghettoise effectivement, comme vous le savez, plus les patients qu'autre chose. Alors le lieu des interventions est une question qui n'est pas neutre de ce point de vue-là. Est-ce qu'il faut attendre l'EHPAD pour qu'il y ait des interventions psychosociales? Bien sûr que non. Le domicile n'est pas forcément une question évidente non plus. Qui intervient? Qu'est-ce qu'on propose? Et puis il y a tout un tas de possibilités aussi par rapport à des lieux extérieurs. Je pense donc à des associations qui peuvent créer effectivement des lieux de rencontre. Il y a les lieux culturels, les musées, les conservatoires, etc. Tout ça, ce sont des lieux, on peut même parler des lieux de restauration. Hein. Tout ça, ce sont des lieux où peuvent se produire effectivement non seulement donc des interventions psychosociales, mais même des recherches par rapport à l'intervention psychosociale. Dans l'échange d'expériences, les difficultés qui sont mises en avant, c'est bien sûr des difficultés, ça revient généralement sur la formation des intervenants, et notamment le problème de la formation des intervenants à domicile. La mise en correspondance des réseaux de recherche et de soins, ça c'est une vraie difficulté qui a été évoquée. Pour les intervenants, des fois des difficultés très prosaïques, c'est sur la connaissance et les spécificités médicales et cognitives des patients qu'ils rencontrent. Et puis, bien sûr, une grande question sur les interventions psychosociales et récurrente, c'est après comment on mesure les choses, c'est-à-dire le problème de la mesure objective. Et est-ce qu'on doit forcément être dans les canons de l'event-based medicine quand on doit effectivement évaluer la pertinence de ces interventions psychosociales? Donc, quels sont les leviers possibles? Alors, quelques pistes, mais il aurait fallu un atelier donc beaucoup plus long pour évoquer toutes ces pistes. Déjà, un aspect, c'est la question de transfert des expériences de terrain, la communication autour des études qui sont réalisées. On peut considérer effectivement que les cliniciens, les intervenants de terrain n'ont pas suffisamment de connaissances sur les résultats des études scientifiques. Il y a de plus en plus de réseaux de communication. La Fondation Médéric Alzheimer fait une très très belle lettre donc à ce sujet-là. Mais c'est vrai que, évidemment, on ne va pas reprocher donc, aux acteurs de terrain de ne pas lire la littérature scientifique en anglais. Il faut effectivement que cette littérature devienne plus accessible.
Donc, comment relier davantage la recherche et les interventions de terrain? C'est une grande question. Quelles sont les pistes possibles? Alors, il y a bien sûr des pistes de réseautage, d'association. Est-ce que la création de sites web, donc permettant de mettre en lien donc les chercheurs et les intervenants donc de terrain, peut être une piste? Évidemment, ça peut en tout cas débloquer un certain nombre de situations. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, une difficulté par rapport à ce lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée, entre chercheurs, domaine des chercheurs et domaine effectivement des intervenants, c'est que la temporalité, les besoins en fait des intervenants de terrain et la temporalité de la recherche, et ce sont des temporalités très différentes. Et évidemment, les acteurs de terrain veulent en fin de compte des outils le plus rapidement possible. Ils veulent en fin de compte des directives et le plus rapidement possible. Chose que dans le domaine des interventions psychosociales, par rapport au temps très très long de développement des recherches et de la validité des recherches, et bien évidemment, on n'est pas du tout calé de la même manière, et ça, c'est une difficulté. Le besoin de formation, je n'insiste pas, si ce n'est que de souligner que au niveau des soignants, de manière générale, il y a encore trop peu de formation médicale ou paramédicale où on a une vraie formation à la recherche, une initiation à la recherche. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense que le fait que les formations médicales et paramédicales soient de plus en plus associées aux universités est plutôt une bonne chose. Donc renforcer la nécessité aussi dans les appels d'offres que collaborent chercheurs et cliniciens. Ça aussi, c'est une piste. C'est-à-dire qu'un chercheur qui s'intéresse effectivement à l'efficacité d'une intervention psychosociale devrait toujours avoir des cliniciens de terrain associés, collaborant en fin de compte à sa recherche. Et évidemment, pour les acteurs de terrain, c'est bien de pouvoir aussi mener en fin de compte des partenariats avec des laboratoires. Souvent, ils sont un peu démunis pour savoir trouver le bon interlocuteur. La question de savoir comment les chercheurs aussi peuvent faire eux-mêmes ce travail de recommandation et puis de communication autour de leur recherche. Ce qui n'est jamais facile pour le chercheur parce qu'on est dans un domaine où il est clair que la vulgarisation et la médiatisation de nos travaux, elle nous incombe, mais en même temps, c'est quelque chose d'un principe institutionnel dont on nous demande de nous méfier grandement. Donc on marche sur des œufs en fait par rapport en fin de compte à cette question. Et puis on termine sur une question incontournable, les enjeux économiques. Les enjeux économiques, comment on finance ces aspects-là? On sait très très bien que la reconnaissance des interventions psychosociales aujourd'hui est loin d'être gagnée dans beaucoup d'institutions. Il y a un problème de financement. On ne peut pas attendre des tutelles et des gouvernements qu'ils répondent, je dirais, qu'ils donnent toutes les solutions. En tout cas, d'alerter effectivement sur le manque de moyens de ces interventions. Après, on renvoie toujours sur le manque de moyens à le problème de la preuve pour arriver en fin de compte à débloquer des moyens. On tourne un peu en rond autour de ça. Il faut bien le reconnaître. Mais bon, il faut essayer de faire bouger les lignes. Et donc, une piste qui nous paraît évidente, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le rôle très important de la société civile, des fondations, des associations, pour ne pas avoir seulement, comme ça a bien été dit par Philippe Robert, d'avoir des attentes top-down, c'est-à-dire attendre que effectivement tout vienne d'en haut et de la part des ministères ou des gouvernements, mais qu'il faut aussi que nous on fasse remonter un certain nombre de structurations et je dirais d'offres, notamment sur les aspects financiers, c'est-à-dire de structurer en fin de compte l'offre financière. Et là, il y a un gros travail. On a parlé des ARS, de leur rôle et des liens de nouveau entre recherche et financement des actions médicales et de terrain. Donc beaucoup de travail. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole pour l'atelier numéro 3 à Thérèse Jonvaux, qui est neurologue au CHU de Nancy. Voilà, oui, merci. Alors, je tiens à remercier la Fondation de m'avoir conviée, mais aussi, c'est vrai que c'est un rôle difficile quand même, celui de rapporter les échanges très denses que nous avons eus. Effectivement, parce que la Fondation Médéric Alzheimer a soutenu à plusieurs reprises à la fois la création du Jardin Art, Mémoire et Vie du CHU de Nancy et le programme de recherche que nous y menons. Donc voilà, donc notre atelier numéro 3, c'était des environnements de vie sécurisants, encapacitant et porteurs de sens. Et nous avions donc pour nous éclairer
modérer et introduire l'atelier, l'intervention de Jésine Marcard, qui a commencé par cette phrase que je mettrai un peu en exergue, live happy. Donc, quel que soit le lieu de vie, en tout lieu, essayer d'apporter une certaine joie de vivre aux personnes qui fréquentent ces lieux. Et donc, comment pouvoir donc développer des lieux qui soient le plus adaptés à la personne et à son entourage qui va lui rendre visite, par exemple, dans ce lieu. Alors, l'exposé de Jésine Marcard était une riche revue de la littérature permettant donc de repérer les principaux travaux d'aménagement qui ont été proposés dans des lieux de vie variés pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et d'analyser s'il existait ou non des impacts positifs dans différents aspects. Donc les composantes qui sont analysées dans son travail portent à la fois sur, par exemple, un impact en termes de cognition ou bien en termes de comportement, par exemple sur l'agitation, sur l'apathie, de capacité fonctionnelle dans les activités de tous les jours, dans les activités quotidiennes. Est-ce que donc l'aménagement apporte un plus quand il a été réfléchi? Est-ce qu'il y a aussi des impacts de cet environnement sur le bien-être, c'est-à-dire sur une dimension plutôt émotionnelle, par exemple? Est-ce que cet environnement est une source aussi de meilleures aptitudes sociales de la personne? Ça, j'y reviendrai. Pour moi, ça me paraît très important. Un point plus particulier a été pointé, c'est la question de l'orientation, puisque là, on est dans le thème des lieux de vie, de l'environnement. Eh bien, on sait combien ce symptôme de difficulté à s'orienter dans l'espace est à la fois précoce et fréquent dans la maladie d'Alzheimer, et qu'il est source aussi d'angoisse et de sentiments d'étrangeté de l'environnement, de difficulté aussi à se déplacer et donc d'une tendance au repli si l'environnement est trop déstabilisant. Et puis un autre point d'analyse qu'elle nous a présenté, c'était la possibilité que l'environnement joue sur les aides à apporter, par exemple dans les établissements médico-sociaux. Est-ce que l'environnement permet d'avoir finalement une charge moindre pour les aidants professionnels? Alors, les études qu'elle a présentées portent sur ce que j'appellerais tout d'abord des variables physiques, comme par exemple la taille des locaux, la densité sociale, c'est-à-dire le rapport entre la surface qui est proposée dans un établissement et le nombre de personnes accueillies, mais aussi des dimensions très précises, comme la lumière. Et on reviendra, certains des membres du groupe avaient mené des expériences dans ce domaine particulièrement intéressantes, sur le niveau sonore aussi, sur la température dans les chambres, et aussi sur l'usage des couleurs et des contrastes. D'autres variables sont aussi appréciées pour analyser l'environnement. Elles ont un caractère, là, cette fois-ci, je dirais, plus global, c'est-à-dire la notion assez large de caractère résidentiel ou non du lieu. Et nous y reviendrons effectivement, car pour moi, ça se décline en plusieurs notions, c'est-à-dire d'une part, effectivement, un caractère qui peut être souvent artificiel, trop technique, comme on va pouvoir le trouver dans des lieux comme les hôpitaux de court séjour ou les lieux non adaptés à la spécificité des personnes, dont parlait notre collègue dans le premier atelier, mais aussi sur un caractère familier et qui favorise, par exemple, la rencontre, les échanges, comme la création de petits salons ou d'espaces donc, où on peut s'installer en petits groupes et pas toujours dans une grande salle à manger où tout le monde doit se rassembler au même moment. Donc ça, c'est le caractère résidentiel, mais aussi donc, une déclinaison souvent assez spécifique sur la qualité sensorielle du lieu, puisqu'on sait effectivement, et c'était d'ailleurs l'occasion d'un groupe de réflexion auquel j'ai eu le plaisir de participer avec la Fondation, sur justement l'intérêt de la qualité sensorielle et du maintien des fonctions sensorielles au cours de la maladie d'Alzheimer. D'autres points enfin ont été abordés dans les études rapportées. Je les qualifierais d'un petit peu plus techniques, comme par exemple l'intérêt spécifique de disposer des indices dans l'environnement pour aider à l'orientation, mais aussi par exemple de méthodes comme celle des barrières visuelles afin d'indiquer les lieux qui pourraient représenter un danger pour la personne et où on ne souhaiterait pas qu'elle accède. Alors, cette revue très fouillée permet quand même d'aboutir à une conclusion que je résumerai elle en une seule phrase. Eh bien, toutes ces études sont concordantes. Un grand nombre, dans chacun des points que j'ai abordés, ont montré un intérêt. Et donc, effectivement, on peut retenir déjà l'idée que l'environnement peut et donc doit être optimisé. Il y a de quoi faire largement à ce niveau-là.
Le groupe ensuite est toujours sous, bien sûr, l'échange avec Gesine Marca, s'est intéressé à la nature des environnements auxquels il fallait apporter cette optimisation, et en particulier son travail sur lequel elle a conclu son exposé mettait bien en exergue le défi que représente l'aménagement du domicile, avec en particulier une enquête sur environ 150 participants, si je me souviens bien des chiffres, pour évaluer les réticences à des aménagements au domicile. Alors, effectivement, ces réticences, elles sont exprimées dans plus de la moitié des cas par les personnes concernées, ce qui est donc loin d'être négligeable. Et finalement, peut-être que l'idée qui viendrait en premier, c'est la question du coût. Eh bien, ça n'est pas du tout l'argument qui est avancé en premier. On sent que les phénomènes sont plus complexes à analyser et que ce n'est pas le premier problème. Et certainement, on doit y voir là, bien sûr, aussi la question, bien sûr, d'une notion de permanence d'un environnement très familier comme le domicile, chargé de souvenirs, où chaque objet a une histoire et n'est pas posé certainement de manière indifférente à tel endroit, sur telle table, par exemple, mais aussi le risque et la crainte de voir cet environnement devenir, justement, perdre son caractère affectif en devenant trop technique par l'invasion d'apports et d'aménagements qui seraient aussi vécus comme stigmatisants, comme authentifiant l'existence d'un handicap pour la personne qui peut-être cherche à protéger au contraire ce monde de l'intrusion des professionnels et de la pathologie visible. Voilà. Alors, la question donc, du domicile, on l'a dit, c'est un défi, mais on peut voir effectivement les environnements et les lieux de vie comme un continuum entre le domicile, par exemple, les établissements médico-sociaux, les EHPAD. On n'a pas abordé spécifiquement les accueils de jour, mais on pourrait aussi évidemment les inclure dans ces structures. L'hôpital, qui peut être bien sûr sur le parcours nécessaire à l'occasion d'un événement de santé aigu. Et nous avons aussi très vite souhaité inclure dans la notion d'environnement et de la nécessité de se pencher sur son adaptation, les environnements extérieurs, pas seulement les bâtiments, mais aussi les lieux extérieurs des établissements, comme les espaces verts et les jardins thérapeutiques. Le maintien de la relation à la nature paraissait un point important. On connaît les effets bénéfiques depuis des travaux fort anciens déjà dans les années 80 de la simple vue par une fenêtre, quel que soit d'ailleurs le type de personnes hospitalisées, c'est vrai en chirurgie, en service de cardiologie, mais aussi pour les personnes atteintes de handicap cognitif. Et au-delà donc, des espaces verts et des environnements extérieurs qui bordent les établissements, aussi la cité, comment aménager cet environnement encore plus vaste, bien sûr, que la cité pour le rendre donc encapacitant pour les personnes dans leur vie quotidienne. Donc un défi quand même si on s'intéresse à tous ces lieux différents. Chacun a ses propres contraintes, ses propres réglementations qu'il faut bien sûr reconnaître, auxquelles il faut s'adapter. On ne va pas bien sûr pouvoir tout à fait réaliser les mêmes choses, par exemple dans un EHPAD ou dans un service hospitalier de court séjour. Ce sont des évidences. Les durées de séjour aussi ne sont pas les mêmes et donc bien entendu le raisonnement sera différent lorsqu'il s'agit de passer seulement quelques heures dans un lieu pour bénéficier d'un soin transitoire ou lorsqu'il s'agit d'un lieu de vie qui devient le lieu définitif. Alors, c'est vrai aussi que toute la question de la manière dont la personne va s'approprier ces aménagements qui sont proposés a été soulevée. Je reprendrai un des exemples de Kevin Charras sur les salles de bain, par exemple, à domicile, où on peut effectivement, je dirais, casser entièrement la salle de bain ancienne et apporter ce qui se fait de mieux en termes de technique, sur le plan ergonomique en particulier, ou au contraire, on a parfois, pas rarement, une réalisation qui aboutit tout simplement à l'absence de fréquentation de la salle de bain, c'est-à-dire évidemment à l'objectif complètement opposé, cette salle de bain étant devenue trop étrange ou trop technique pour la personne, alors que si on fait de petits aménagements peut-être moins complets, mais qui respectent l'environnement habituel de la personne, eh bien là, effectivement, on aura un meilleur investissement. Donc c'est toute la question de l'appropriation, d'un juste équilibre entre effectivement conserver un caractère familier, un caractère accueillant du lieu, tout en y apportant probablement d'une manière extrêmement réfléchie, mais en même temps discrète, tous les savoir-faire qu'ont pu amener les progrès de la technologie en particulier.
L'environnement, évidemment, concerne la personne, mais il est essentiel aussi de considérer les professionnels qui vont agir dans ces établissements, les proches qui vont les fréquenter, et que ça soit donc un lieu accueillant aussi bien pour les besoins des personnes qui sont atteintes de handicap cognitif que des professionnels qui s'occupent d'elles. Et donc, c'est l'ensemble de ces besoins qui doit être pris en compte. Pour les objectifs de l'environnement, ils doivent permettre à la fois le sentiment de sécurité, le développement des capacités, mais là, on a bien aussi souhaité souligner qu'il existe des capacités restantes et donc pas simplement avoir l'angle de vue de compenser des handicaps, mais aussi de solliciter des capacités d'apprentissage qui persistent jusque tard dans la maladie, favoriser aussi l'interaction avec les autres. Cet environnement doit le permettre. La question du sens donc de l'environnement était celle sur laquelle nous avons débouché, et celle aussi du bon sens pour éviter des aménagements parfois inadéquats qui vont en fait échouer dans leur objectif pourtant certes louable à l'origine. Les recommandations donc existent, parfois elles ne sont pas assez connues et on rejoint, je ne détaillerai pas ce qui a été dit notamment par M. Platel sur la question de la diffusion des connaissances et sur l'appropriation par les acteurs de terrain. En termes d'environnement, on va toucher encore des professions différentes de celles des interventions psychosociales, avec notamment les architectes, les paysagistes, tous ceux qui conçoivent aussi par exemple du mobilier notamment. Donc c'est d'autres publics et la pluridisciplinarité d'un groupe comme le nôtre est certainement une force pour tisser cette connaissance partagée qui est un véritable enjeu. Nous avons donc terminé notre groupe en évoquant donc la possibilité de réaliser un ouvrage. On a discuté sur la manière de choisir le support afin d'essayer de rassembler un petit peu les connaissances et les expériences des différents membres du groupe et d'en faire donc un outil de diffusion et de point de départ d'un dialogue pour donc une progression dans ce domaine de l'environnement. Merci beaucoup. Et donc, pour l'atelier numéro 4, donc Stéphanie Pain, qui est de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive à Lausanne. Merci. Oui, merci. Merci à la Fondation Médéric Alzheimer de m'avoir conviée pour en effet cet exercice extrêmement délicat qui est celui de condenser les échanges assez foisonnants que nous avons eus ce matin dans l'atelier 4. Cet atelier 4 portait sur le thème d'une société sensibilisée, accueillante et à l'écoute de la parole des personnes. Le grand objectif ce matin pour nous, c'était de réfléchir aux conditions, aux dispositifs, aux moyens qui permettent aux personnes avec des difficultés cognitives de demeurer citoyennes à part entière le plus longtemps possible, d'avoir accès aux différentes sphères de la société civile. Et là, on prolonge les résultats et les recommandations issues de l'atelier 3, puisqu'on s'intéresse vraiment à l'ensemble de la vie civile et de la société civile, et également de leur permettre de faire entendre leur voix. Alors, contrairement peut-être aux ateliers, les échanges ont surtout et principalement porté sur les enjeux, sur les défis, les difficultés aussi que supposait ou sous-tendait ce type de démarche, et beaucoup moins sur les pistes d'intervention concrètes ou un plan qui pourrait déboucher. Donc, il nous faudra nous donner l'opportunité de nous réunir à nouveau pour pouvoir prolonger nos échanges sur ces questions. En introduction, Madame Saïda Sakali de la Fondation du Roi Baudouin nous a présenté les résultats d'une étude menée et commandée par l'European Foundations Initiative on Dementia, EFID, qui visait à faire un état des lieux, une cartographie des différentes initiatives de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Alors qui, en langage anglo-saxon, s'intitule les Dementia Friendly Communities et qui pose toute une série de questions et difficultés de traduction. Madame Sakali a proposé la traduction qui est adoptée en Belgique, celle de communauté Alzheimer admis. Et nous verrons que ce terme est celui qui est le terme fondateur des Dementia Friendly Communities a été largement questionné et débattu au cours de cet atelier.
Donc il s'agissait de faire un état des lieux de ces initiatives, d'en dégager les facteurs facilitant, entravant leur développement au niveau européen, mais également les points forts, les points faibles de ces différentes approches, et pourquoi pas d'en proposer ensuite quelques guides ou quelques principes guides directeurs. Les résultats de cette étude, qui sont disponibles sur le site de l'EFID, ainsi qu'un guide d'accompagnement pour le développement de ces communautés Alzheimer Admis. Eh bien, cette étude a montré, et Madame Sakali a beaucoup insisté sur cette question qui me semble fondamentale, sur la diversité des projets qui sont identifiés au niveau européen. Ces projets sont extrêmement divers, tant au point de vue de leur ambition, de leur objectif, qu'il s'agisse de soutenir, de créer des soutiens de proximité à un niveau extrêmement local, de créer des opportunités de rencontres, de partage dans un quartier ou au niveau d'un établissement, d'ouvrir un établissement médico-social à la cité, ou de créer des espaces de rencontre entre l'établissement médico-social et la cité, qu'il s'agisse d'impliquer socialement ou d'inclure socialement les personnes Alzheimer ou présentant des difficultés cognitives à un échelon un petit peu plus large, qu'il s'agisse d'une ville ou qu'il s'agisse d'une communauté comme les communautés pour les personnes jeunes atteintes de maladie d'Alzheimer, ou qu'il s'agisse encore, et d'un point de vue plus sociétal, je dirais, de viser l'inclusion sociale des personnes Alzheimer avec un engagement politique extrêmement fort et extrêmement puissant. Donc ces initiatives, elles sont également diverses du point de vue de leur modalité de mise en œuvre, des professionnels qui sont impliqués ou des groupes de la société civile qui sont impliqués dans ces interventions. Cette diversité, elle reflète d'une part l'hétérogénéité et la singularité des communautés dans lesquelles ces initiatives sont mises en place, et c'est un élément important. Elles doivent être adaptées aux différentes spécificités de ces communautés. On ne met pas le même type d'initiative, on ne développe pas le même type de projet dans une communauté rurale ou dans une communauté urbaine, de petite taille ou de grande ampleur. Elle reflète également la diversité des besoins des personnes qui sont atteintes de difficultés cognitives et l'évolution de leurs besoins dans le temps et avec l'évolution de la maladie, ou même des changements dans leur environnement proche, familial ou professionnel. Fort de ce constat, Madame Sakali a insisté sur l'impossibilité de promouvoir un modèle unique pour le développement des dementia-friendly communities ou des communautés Alzheimer admis, mais plutôt mis en avant une série de principes directeurs qu'il faudrait défendre, notamment le premier, veiller à l'inclusion active des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, l'importance de la sensibilisation, de l'éducation, de la formation, des partenariats entre les différents groupes de la société civile et de mobiliser des ressources. Sur la discussion, un certain nombre d'enjeux ont été levés. Le premier est conceptuel sur ce terme de Dementia-Friendly Communities. S'agit-il plutôt de redonner de la place aux personnes atteintes de difficultés cognitives, ou plus fondamentalement de changer notre regard, le regard de la société civile sur la maladie, de changer finalement de modèle sociétal. L'autre aspect dans cette terminologie même qui questionne, c'est le terme de dementia. Comment promouvoir une société non discriminante et non stigmatisante en mettant en œuvre des actions qui sont ciblées sur une pathologie spécifique ou sur un groupe d'âge spécifique, comme les age-friendly communities, par exemple, ou les communautés amies des enfants. Pourquoi pas imaginer, dans ce cas, un développement de labels pour toute une sorte de pathologie ou de population.
L'autre enjeu, l'autre défi qui a été questionné, c'est celui de la pérennité de ce type d'approche et le risque de céder à un effet de mode ou qui permettrait de créer un nouveau label qui au mieux servira les intérêts soit de certains groupes politiques ou économiques, mais pourrait aussi engendrer ou accroître la vulnérabilité, la stigmatisation de certains groupes de public et détourner finalement des questions de fond qui sont sous-jacents à cette démarche et à cette approche. L'autre enjeu, l'autre question qui a été questionnée ce matin, c'est comment concrètement inclure des personnes avec des difficultés cognitives dans ces démarches, en acceptant aussi leur souhait de ne pas s'engager de façon active dans des initiatives ou dans un programme défini, en prenant en compte aussi les personnes avec les difficultés les plus sévères ou les personnes qui sont les plus isolées, et en prenant en compte aussi l'évolution possible de leurs besoins et de leurs souhaits. Alors, pour répondre à ces questions, c'est vrai que les initiatives qui ont déjà été listées dans l'étude de l'EFID et puis qui ont été présentées, échangées, partagées ce matin au cours d'atelier nous donnent un certain nombre d'enseignements ou de leçons, en tout cas, à tirer. Tout d'abord, ces projets, ces initiatives, elles demandent du temps pour être mises en œuvre, pour porter leurs fruits. Ce temps nécessaire, il est peut-être en contradiction avec la temporalité politique et les changements de gouvernement, mais aussi avec les financements qui sont également soumis à un certain efficacité, je dirais, à court ou moyen terme. L'autre leçon et l'autre enseignement à tirer, qui est une grande force, c'est peut-être une ligne directrice de ces projets, c'est l'importance de la pédagogie sociale. C'est un terme qui est revenu beaucoup ce matin, et des actions de sensibilisation, qu'il s'agisse d'actions de sensibilisation à large échelle, comme des propositions de communication grand public, à l'instar de celles qui ont été menées par la Fondation du Roi Baudouin, ou à l'échelle d'une ville, d'une communauté. L'exemple de York, en Angleterre, a été souvent cité. Donc, dans cette ville, l'ensemble de la communauté s'est mobilisé pour créer et ajuster à la fois des environnements. On a parlé de la gare, qui a été entièrement réadaptée pour des personnes désorientées, mais plus largement aussi créer des espaces de partage et d'accès à la culture, aux loisirs. Ou alors avec des actions beaucoup plus locales ou ciblées sur des groupes professionnels, mais qui ont aussi leur intérêt pour faire partager, pour créer des occasions de rencontres entre les différents acteurs de la société civile, incluant des personnes avec des difficultés cognitives, et la participation, par exemple, de personnes atteintes de difficultés cognitives à des événements de loisirs avec des personnes qui ne présentent pas ces difficultés, peuvent être aussi des occasions de faire prendre conscience des capacités, de la créativité dont sont capables les personnes. Alors, on me dit qu'il faut conclure, c'est très restrictif, c'est très difficile. Merci. Alors, en conclusion, et peut-être pour tisser quelques pistes futures, alors tout d'abord, une piste pour mettre en œuvre et développer ces projets, c'est de prendre en compte les besoins des personnes les plus vulnérables et de travailler plutôt sur cette vulnérabilité, moins que sur des pathologies en spécifique, donc de réfléchir aux difficultés, aux barrières d'accès à la cité pour proposer ensuite des aménagements, des dispositifs qui iraient vers de l'accessibilité universelle, si je vais reprendre ce terme-là. Ce qui permet tout d'abord de briser, de décloisonner les frontières, mais aussi de montrer que ces projets d'aménagement, d'adaptation, peuvent profiter à tous et à l'ensemble de la société. Un autre élément important,
c'est d'embarquer les différents milieux qui pourraient à la fois mettre en œuvre des actions, mais aussi servir de vecteur pour un changement sociétal. Alors, en premier lieu, le milieu politique et les autorités politiques qui devraient incarner ce changement-là et faire un investissement fort dans ces projets d'ajustement de la société, mais aussi le milieu de la recherche, en faisant évoluer aussi les manières dont le milieu universitaire, académique, accueille les personnes atteintes de troubles cognitifs ou réfléchit à ces questions-là. En conclusion, et pour reprendre les propos de plusieurs intervenants de ce matin, sur cette question-là, qui est une question assez complexe, assez vaste, et qui nécessite une vraie réflexion éthique, il faut faire preuve d'originalité, de créativité, mais aussi de réserve, pour ne pas céder et tomber dans le piège du gadget ou du label qui finalement desservirait l'objectif principal qui sous-tend ces initiatives. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Je vais laisser la place aux 4 prochains rapporteurs des 4 derniers ateliers. Merci. J'invite à me rejoindre les rapporteurs des 4 derniers ateliers. Donc, Monsieur Jacques Gaucher, Madame Isabelle Malon, Madame Marie-Aline Bloch et Madame Bénédicte Gombaud. Donc, nous allons commencer avec Monsieur Jacques Gaucher, professeur de psychologie à l'Université de Lyon. Donc, je vous propose de vous exprimer à la tribune si vous le souhaitez, ou ici, comme vous voulez. Bon, d'accord. En après-midi, on est mieux assis que debout. Hein, oui, alors, d'abord, tous mes remerciements à la Fondation Médéric Alzheimer pour cette sollicitation. Alors, je répète ce qu'ont dit mes collègues précédents, mais c'est vrai que c'est à la fois un exercice privilégié, parce qu'on peut mélanger un peu son opinion avec les propos des collègues de l'atelier, mais en même temps, c'est un exercice difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a une présentation qui a été très pertinente, et avec Kate Irving, et du coup, ça a mobilisé beaucoup de préoccupations, d'idées, de débats. Alors, le thème de l'atelier 5 concernait les proches et les proches et les professionnels, parmi les proches, compétents et soutenus. Alors, ces deux termes, compétents et soutenus, nous ont invités à une réflexion sur différents registres, en particulier avec la formation. Et Kate Irving a beaucoup parlé de la formation et des pédagogies, et j'y reviendrai un peu après. Donc les compétences, la formation des proches aussi, et qui n'est pas uniquement la formation des professionnels. Et puis le soutien nous a amené aussi à évoquer les questions d'encadrement, d'équipes de professionnels, de management, en particulier donc pour les professionnels. On a peut-être un peu moins évoqué la question du soutien chez les proches. Alors l'exposé a été un exposé intéressant sur d'abord des recherches et des expériences vécues. Kate Irving nous a fait part de sa réflexion sur la formation des professionnels et des aidants informels. Elle a beaucoup insisté sur le recentrage sur la personne en difficulté cognitive et en quoi les formats pédagogiques pouvaient aider les personnes en formation à cette recentration sur la personne.
Alors elle a évoqué aussi un certain nombre de résistances ou de déviances par rapport à cette question, à cette démarche, à savoir que souvent l'enveloppe qui était présentée, soit en termes d'établissement, en termes d'institutions rutilantes, merveilleuses, là je rajoute un peu ma note personnelle, pouvait laisser croire et faire illusion sur la qualité de la relation d'accompagnement qui pouvait se situer en son sein. De même, le jeu des recommandations, des bonnes pratiques qui peut constituer d'une certaine façon, je le résume un peu, mais un effet de leurre en laissant croire qu'à partir des références de bonnes pratiques, on a suffisamment avancé pour offrir une relation et un soin d'accompagnement de qualité. Elle a évoqué aussi beaucoup la déclinaison de la dimension éthique de l'interdisciplinarité, donc c'était très riche de ce point de vue-là, et en présentant aussi un modèle qui prend en compte l'écologie, l'environnement institutionnel en particulier, mais pas que, et en proposant un modèle pédagogique qui s'appuie vraiment sur une dimension éco-psychosociale. Voilà, le débat s'est ouvert assez vite et assez fort en direction des pédagogies, de l'enseignement. Ça a été le premier sujet sur lequel on a échangé, à la fois à partir d'expériences, des expériences pas uniquement de formation d'école, mais aussi des expériences de mise en place de processus de formation à partir de structures, que ce soit des municipalités ou des établissements. Cet échange nous a renvoyé à un certain nombre de difficultés, en particulier des difficultés quant au contexte institutionnel qui peuvent constituer de réelles résistances à des changements qui pourraient être le produit de ces interventions et de ces formes pédagogiques. Donc, entre autres, on a vu que déjà dans la logique du stage de formation, parfois les stages pouvaient être contre-productifs avec un certain nombre de réactions d'encadrement de stage qui avaient tendance à réduire les bénéfices de la formation des formés. Voilà, donc là, il y a un travail certainement important à faire. A priori, on n'a pas trop évoqué de recherche, ou j'en ai perdu la mémoire, mais de recherche dans ce domaine-là. Peut-être c'est un sujet un peu épineux, un peu dangereux aussi, mais on se disait que ça pourrait être intéressant quand même d'aller chercher de ce côté-là. On s'est aussi intéressé au profil des professionnels en particulier, dans un premier temps, qui sont souvent peu formés, peu qualifiés, et qui recèlent par contre, qui ont des personnalités qui sont présentes, qui sont très fortes, souvent marquées par des parcours de vie qui sont difficiles, mais peut-être du coup assez riches, assez sensibles, et qui offrent à ces personnels des talents pour la rencontre accompagnante qu'ils sont en capacité de conduire. Et du coup, on s'est interrogé sur les liens, les rapports pour faire un peu court, entre talent, compétences et qualifications. Et là, il y a certainement aussi des secteurs à explorer pour peut-être mieux comprendre non seulement les enjeux des formations, les cibles de ces formations, mais aussi les modèles pédagogiques à mettre en place pour que les formations ne soient ni écrasantes pour les talents des personnes. On prenait l'exemple de ces personnes qui, après une vingtaine d'années d'exercice sur le terrain, vont en formation, et qui se font démolir par un formateur qui leur distille des bonnes pratiques, qui leur montre que depuis 20 ans, elles sont à côté de la plaque. Donc ça nous a aussi amené à parler des conduites de valorisation des personnels,
Et là, on s'est aperçu aussi, mais on n'a pas eu trop de mal à le faire, que la valorisation des personnels, elle n'était pas que narcissique, en les encourageant, en les gratifiant par de beaux mots, de belles paroles, mais qu'elle était aussi de l'ordre pécuniaire, statutaire, et que de ce point de vue-là, il y a encore un énorme travail à faire parce qu'on est loin du compte. Alors pour ce qui est du management, on a aussi évoqué les manières du management et en particulier dans l'encadrement institutionnel. Deux aspects. Un premier, je l'ai déjà rapidement évoqué avec la pédagogie, mais c'est la reconnaissance, c'est le soutien des personnels. Et le personnel n'est pas qu'une machine à produire des gestes dans des temps records et avec une performance qui permettent de tenir les rênes financières. Donc des rythmes souvent assez infernaux, mais le management, ça passe aussi par un solide encadrement, et un encadrement qui n'est pas forcément un accompagnement ectoplasmique qui cherche à gratifier un peu facilement, mais un encadrement qui est exigeant. Un encadrement exigeant qui peut permettre à des personnels qui se sentent isolés, un peu seuls dans leur démarche, pas forcément compris dans leur pratique et dans les gestes qu'ils ont pu et les formes relationnelles qu'ils ont pu développer, qu'ils aient au moins un référentiel déontologique, un référentiel de travail qui soit porté par l'encadrement. Ça signifie en clair, on ne l'a pas dit, mais qu'on a parfois des encadrements qui sont assurés par des gens qui n'ont pas elles-mêmes de formation à l'encadrement. Enfin bon, tout se décline de manière un peu déficitaire dans certaines institutions. On a parlé aussi du parcours de soins. On s'est interrogé sur le terme de parcours de soins. Et il a été dit aussi que ce parcours de soins, et en particulier Cathy Irving a insisté là-dessus, ne peut pas être quelque chose de décrété et de prescrit à des professionnels, à des accompagnants, mais le parcours de soins, c'est quelque chose qui doit vraiment se construire à chaque fois d'une manière singulière, originale pour chaque personne. Et une formation, un management centré sur la personne nécessite cette singularité dans la manière de construire et de mettre en œuvre un parcours de soins. La prescription apparaît très désincarnée, et ça c'est quelque chose qui vaut pour toutes les recommandations de bonne pratique. Quand elles ne sont pas suffisamment métabolisées et assimilées par les personnels, elles deviennent même parfois un peu terroristes pour les personnels. Voilà, dans les perspectives de recherche, alors ce qui nous a semblé primordial, c'est que une constante soit présente dans les recherches, ça a déjà été dit, la nécessaire évaluation, et que tout ce qui est dans l'innovation, dans la spontanéité aussi de l'initiative, puisse être l'objet éventuellement à terme d'un processus d'évaluation. Et quand on a parlé des évaluations, on a aussi noté la dimension de l'évaluation économique, sans aller, mais même on a pourtant évoqué un peu la chose, jusqu'à la construction de nouveaux modèles économiques, mais il serait important de voir comment on peut répondre autrement que combien ça coûte à une initiative qui souhaite se mettre en place, et qu'on puisse voir aussi qu'est-ce que ça peut rapporter. Et là, je crois qu'il y a ça a été l'objet d'une de nos discussions, c'est de pouvoir intégrer ces dimensions-là pour pérenniser et valoriser ces initiatives et ces changements. Ce qu'on se disait, c'est que finalement, il y a dans les innovations
qui sont finalement le fruit de ces talents, de ces compétences aussi des personnels, qui ne s'appuient pas que sur des cadres un peu squelettiques, mais sur, quand je parle de cadres, c'est des cadres professionnels, fonctionnels. C'est qu'il doit y avoir chaque fois un souci donc, de pérennisation d'essaimage et d'équilibre économique. Voilà, en matière de recherche, je vais terminer, oui, même une minute. En matière de recherche, il y a encore donc, de gros efforts à faire en direction de l'interdisciplinarité. Et on a aussi évoqué la difficulté d'utilisation des résultats des recherches en SHS en particulier par les politiques. C'est vrai que les politiques ont du travail à faire, mais aussi du côté de qu'est-ce qui peut les inspirer dans leurs décisions et les orientations de leurs décisions. Et là-dessus, on a du travail. Du point de vue des aidants familiaux, il y avait 3 points principaux qui ont été évoqués. C'est leur formation qui nécessite aussi qu'on les approche en connaissance de leur spécificité. C'est-à-dire que là, on a une diversité qui est beaucoup plus marquée encore qu'avec les aidants professionnels. Spécificité culturelle, de genre, de personnalité. De genre, je le dis parce qu'il a été dit, me semble-t-il, que les hommes ne se présentent pas trop de la même manière que les femmes. Et donc, on va peut-être créer un aidant familial ou de proximité unisexe. Voilà, des formations professionnelles, familles réunies. Et là, je crois que France Alzheimer a pris l'initiative déjà par le passé de créer des modules de formation pour les deux collèges, on va dire, réunis. Voilà, une expérience, je la cite, a été évoquée par Kate Irving sur la Norvège, où après l'annonce du diagnostic, il semble qu'il y ait une prescription de formation pour les aidants familiaux de 15 jours avec nécessité pour l'employeur d'accepter la formule. Donc là aussi, on a beaucoup de chemin à faire, on n'y est pas, mais on s'est aperçu que pour les aidants familiaux, la prise en compte de leur situation par les entreprises commençait à germer et il y a un souci de certaines entreprises, certains grands groupes même, à se pencher sur cette question. Voilà, je m'en tiendrai à ça. Oh, c'est vrai, on pourrait repartir sur un atelier sur l'année prochaine ou peut-être même avant. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Nous allons donc enchaîner avec l'atelier 6, présenté par Isabelle Malon, maître de conférence en sociologie à l'Université de Lyon. Merci. Merci. Donc l'atelier 6 s'intitulait « Des services adaptés aux besoins et aux attentes » et a été structuré, comme tous les autres ateliers, par une présentation d'une chercheuse et professeure anglaise, Dawn Broker, qui a présenté une approche centrée sur la personne et la manière dont cette approche peut transformer l'offre de services pour les personnes ayant des difficultés cognitives. Alors, dans cet atelier, on a passé beaucoup de temps à partager des expériences, ce qui fait qu'il nous a manqué un peu de temps pour dessiner des perspectives communes. Et donc, je serai peut-être un peu plus rapide, en fait, sur cette question des perspectives de recherche communes. Voilà. Donc Dawn Broker a insisté sur la nécessaire transformation du regard porté sur les personnes vivant avec des difficultés cognitives, en partant en fait de sa propre approche, en disant que finalement on est passé d'une conception où la personne disparaissait derrière la maladie à une conception où la personne redevient première, la maladie étant une caractéristique de la personne ou étant une situation avec laquelle la personne doit composer dans sa vie de tous les jours. Et quand on fait ce changement quand on opère ce changement de regard sur les personnes, on adopte une approche qui insiste sur quelques points, et notamment sur le fait que le maintien d'une individualité, qui a été le choix de traduction de personhood, le maintien d'une individualité, de la personnalité de la personne malade en définitive, passe par les autres, par leur manière de prendre en compte, de soutenir, de renforcer les capacités de la personne, ses traits de personnalité, en s'appuyant notamment sur les travaux de Tom Kitwood. Et ça détermine
4 principes d'interaction avec les personnes ou de prise en compte de ces personnes qui sont les suivants. D'une part, un principe de valorisation et de promotion des droits de la personne. D'autre part, un principe d'une proposition de soins individualisés en réponse aux besoins. Autre principe, celui d'envisager la prise en charge de la personne depuis le point de vue de la personne atteinte. Et enfin, le choix d'une psychologie sociale soutenante, et vous reconnaîtrez là les travaux de Kitwood aussi, c'est-à-dire d'un environnement social qui maintient la personne en relation avec ses proches et avec son entourage, qu'il soit familial ou plus large. Alors, Don Broecker a insisté sur le fait que ces principes guident pas seulement l'action au quotidien et au plus proche des personnes ayant des difficultés cognitives, mais qu'elle organise la prise en charge ou la prise en compte des personnes ayant des difficultés cognitives à plusieurs niveaux. À la fois au niveau des cadres, des managers, de ceux qui impulsent en réalité les services, mais aussi des opérateurs de ces services, des chefs d'équipe, de la capacité de ces chefs d'équipe à mobiliser des professionnels et à les orienter vers cette sensibilité à la personne ou cette centration sur la personne, les professionnels des soins, mais aussi l'entourage, compris de manière large. Et il me semble que l'invitation qui a été faite par Don Broecker, c'était de changer de mentalité, c'est le terme qui est sorti dans l'atelier, de changer d'approche de la maladie et de la personne malade, notamment en orientant les interventions vers les personnes et pas, comme ça peut être le cas parfois, vers les aidants des personnes dont parfois l'intérêt ou l'attention prend le pas sur les personnes malades elles-mêmes, ou vers les exigences des services, les exigences d'organisation des services. Et donc, cette centration, cette orientation vers les personnes suppose de prendre en compte les souhaits et les attentes de ces personnes. Et Don Broecker a conclu son intervention par une preuve en images, et qui n'est peut-être pas une preuve validée selon les exigences de la médecine fondée sur les preuves, mais une preuve extrêmement parlante en images des effets positifs que pouvait avoir une approche centrée sur la personne, en mettant en évidence une forme de retour à la vie d'une personne extrêmement fatiguée et qui retrouve, grâce à ce soin centré sur la personne, un certain nombre de capacités, de plaisir de vivre, de qualité de vie. Alors, suite à cette présentation, de nombreuses expériences ont été mises en partage et qui ont pointé en fait un certain nombre d'améliorations, d'enjeux, de difficultés, de tensions éventuelles entre cette volonté d'une approche centrée sur la personne et la réalité de ce qui pouvait se vivre, s'expérimenter dans différents services, différents lieux, différentes institutions. Alors, notamment, un certain nombre d'améliorations sont à apporter du côté de la diffusion de l'information. De la diffusion d'informations, d'une part, de ce qui existe comme service auprès des personnes qui pourraient en bénéficier. Et ça a été une des interrogations, c'est-à-dire comment faire pour que les personnes qui auraient besoin, qui pourraient avoir envie de bénéficier d'un certain nombre de services, puissent être informés de leur existence. Donc ça, c'est une première forme de nécessaire amélioration de la diffusion de l'information. Et puis une deuxième forme qui est la diffusion et le recueil des souhaits des personnes malades elles-mêmes, des personnes âgées, et la manière dont elles peuvent à la fois exprimer ces souhaits, contrôler leur diffusion en direction d'un certain nombre d'institutions, et des expériences ont été rapportées d'outils et de supports pour recueillir à la fois les histoires de vie, les souhaits, les désirs qui permettent des services et des soins ajustés et individualisés pour les personnes.
Une autre question qui a été débattue et une autre tension, c'est celle de la rencontre qui n'est pas toujours harmonieuse et qui est même parfois très problématique entre cet objectif de soins individualisés, centré sur la personne, et celle de la délivrance de services qui sont pour une part standardisés, pour une part soumis à des réglementations qui empêchent de parfois être innovants, de parfois se centrer sur les désirs et les attentes des personnes, et puis qui entrent parfois aussi en conflit avec des ressources limitées dans un contexte de réduction des dépenses publiques et de soutien public aux services communautaires, aux services de soins à domicile. Alors, une autre remarque aussi qui a été faite et qui a été en partie prise en compte dans le déroulement de cet après-midi, c'était que finalement, pour savoir ce que les personnes ayant des difficultés cognitives souhaitent, désirent ou ce dont elles ont besoin, cela suppose de les inclure davantage dans la construction de ces services dont ils ont besoin et dans les recherches qui cherchent à identifier quels sont ses besoins, quels sont ses souhaits, quelles sont ses attentes. Et de ce point de vue-là, je pense que, là pour le coup, en termes de perspective de recherche ou de perspective de projet, je crois qu'il y a encore très largement des choses à faire pour inclure davantage ces personnes malades ou ayant des difficultés cognitives dans cette recherche des besoins, dans la définition des services qui peuvent répondre à ces besoins. Dernier point, l'idée que le changement de mentalité que suppose le soin fondé sur la personne ou centré sur la personne, il doit concerner l'ensemble des différents niveaux auxquels les services et les soins proposés sont structurés. Et en particulier, ils doivent concerner le niveau politique, ils doivent concerner le niveau professionnel, ils doivent concerner le niveau organisationnel. Et cela suppose de rompre, ou en tout cas de mettre en veille les biomédicaux qui orientent de manière très forte la délivrance de services ou de soins aux personnes ayant des difficultés cognitives. J'ai encore quelques instants. Je vais prendre un tout petit instant parce que ça m'a été suggéré en fin d'atelier, parce que beaucoup de gériatres se sont exprimés dans l'atelier, et puis à la fin on m'a dit les sociologues n'ont rien dit. Je dis j'en profite, je vais pouvoir faire le mot du sociologue à la fin, enfin de la sociologue à la fin. Alors il me semble que ce que révélait aussi cet atelier, c'était la difficulté à penser, et donc la nécessité de penser les expériences de vie avec la maladie d'Alzheimer ou avec des difficultés cognitives en dehors des cadres médicaux ou médico-sociaux, l'EHPAD, les services de soins à domicile, alors que la vie avec la maladie d'Alzheimer se déroule principalement en dehors du cadre médical. Et c'est aussi ce que permet, à mon sens, une approche centrée sur la personne, parce qu'une personne, ce n'est pas seulement une personne qui a des difficultés cognitives, c'est évidemment aussi toute la richesse de la personne et toute la richesse de sa vie en dehors de ces difficultés cognitives. Deuxième petit point de vue de sociologue, c'est j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'expériences intéressantes qui ont été présentées dans cet atelier, et je trouve qu'on gagnerait à recueillir auprès d'une grande diversité de personnes. Alors, mes lunettes de sociologue m'incitent à considérer la diversité des personnes du point de vue de leur catégorisation, de leur catégorie sociale, du point de vue de leur genre, du point de vue de leurs expériences professionnelles passées, sur ce que signifie que vivre avec une maladie d'Alzheimer à différents stades, donc en associant très largement une diversité de personnes. Et c'est vrai que Don Broecker rapportait que dans son association, il y a des personnes qui font partie intégrante de l'association de recherche, qui sont des personnes particulières. Ce sont d'anciens enseignants, ce sont d'anciens hommes d'affaires. Je trouve qu'on a un véritable enjeu à aller recueillir aussi la parole d'anciens ouvriers, la parole d'anciens agriculteurs,
et d'avoir aussi leur expérience de ce que c'est que de vivre avec des difficultés cognitives. Et c'est donc une manière pour moi, évidemment, de militer pour la sociologie, qui me paraît à même aussi de saisir ses besoins ou ses souhaits, et de ne pas partir, comme ça a été très largement redit dans l'atelier, de besoins préconçus qui conduisent à proposer d'écouter Étoile des Neiges, alors qu'on entend bien que les personnes veulent vivre dans leur époque. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer avec l'atelier 7, présenté par Marie-Aline Bloch, directrice de la recherche à l'EHESP. Non, je ne suis plus directeur de la recherche, c'est pas grave, je suis juste professeur de l'EHESP. D'accord, Pas très de bien. souci. Alors, bon, c'est un challenge, là, quand on arrive à la fin. Je pense que je vais être un petit peu plus courte. Je suis désolée pour toutes les personnes donc, de l'atelier, mais je vais essayer quand même de traduire les points, à mon avis, essentiels qui sont ressortis. Donc, notre thème, c'était celui des dispositifs coordonnés sur tout le territoire. Et donc, nous avons eu l'intervention, pour commencer, par Antea Inès, donc, qui a un parcours intéressant puisqu'elle est à cheval sur 2 universités, une en Écosse et une en Angleterre. Donc déjà la vision double voilà, de ces deux pays, de ces 2 régions. Et elle a aussi travaillé au Canada. Donc elle a pu, voilà, à un certain moment, nous dire, voilà, positionner des travaux qu'elle avait eus à tel ou tel endroit. Alors, sa problématique autour des soins, des accompagnements des personnes donc atteintes de démence, de troubles cognitifs en milieu rural. Et donc, elle a évoqué un certain nombre d'enjeux. Le problème de l'isolement. Hein. D'ailleurs, elle évoquait des personnes qui, au départ, n'étaient pas forcément isolées, mais qui sont venues à la retraite s'installer dans des belles régions et puis qui se retrouvent isolées avec le temps. Donc, problème d'accès aux services, avec aussi du fait de manque de services, peut-être d'un manque de choix, manque de spécialistes, qui génère tout ça des problèmes de santé, mais aussi des problèmes sociaux, donc des problèmes de précarité énergétique, etc. Alors, ce qui était intéressant, ce qu'elle a évoqué, c'est que du fait de, on va dire, cette capacité à comparer entre différentes régions, différents pays, cette notion de ruralité n'était pas forcément, on va dire, exprimée tout à fait de la même façon, et que donc il y avait une définition donc en Écosse donc par rapport justement au temps d'accès à des services, donc pour pouvoir répondre aux besoins des personnes. Alors face à ça, donc elle nous a présenté des exemples. Donc elle a fait tout son parcours en fait de recherche, d'abord descriptif, puis après d'intervention, à voir comment des innovations pouvaient se développer donc dans ces différents environnements, autour par exemple, ce qui a été évoqué tout à l'heure, d'environnements justement accueillants pour les personnes donc atteintes de démence ou présentant des troubles cognitifs, des expériences aussi de télésanté, téléconsultation, et aussi de travail en équipe renforcé. En mettant en avant la problématique de comment on diffuse cette innovation et puis comment on partage au niveau régional, national, voire international. Hein. Donc elle fait partie alors je sais pas, c'est un groupement ou d'une association qui permet donc de partager autour d'innovation donc en milieu rural. Alors à partir de ça, en fait par rapport à notre problématique, donc on va dire de dispositifs coordonnés, on est reparti en fait, donc puisqu'il y avait cette question de travail d'équipe qui ressortait en fait un petit peu tout le temps, de voir comment créer des conditions favorisant la coordination et la coopération entre les acteurs. Alors juste pour dire, donc après on est passé au temps, on va dire, d'échanges, de débats et de propositions. Donc alors on n'était pas très nombreux, donc on va dire il n'y avait pas la quantité, mais je pense qu'il y avait la qualité, parce qu'on avait une diversité de disciplines. On avait donc un linguiste, donc chercheur
une jeune économiste, médecin de santé publique, chercheur en sciences de gestion, et on avait des professionnels. Donc on a pu avoir ce dialogue à la fois interdisciplinaire et entre professionnels et chercheurs. Donc on a commencé par évoquer sur cette question en France, donc pour aussi présenter à notre collègue écossaise un petit peu ce qui se passait. Donc on a parlé notamment de nos grands dispositifs en cours de déploiement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas PAERPA, donc le parcours de santé des aînés, avec ces nouveaux modèles organisationnels, donc en cours de déploiement sur 9 territoires et puis bientôt 16. La méthode Maya, donc importée du Québec avec Prisma, et donc qui va bientôt couvrir tout le territoire national. Et puis maintenant un nouveau dispositif avec la loi de santé, les plateformes territoriales d'appui à la coordination. Alors à partir de ça, en fait, on a dégagé 5 axes de recherche, de problématiques de recherche. Le premier, on va dire un peu transversal, c'est celui du vocabulaire de la sémantique, voire la sémiologie, avec le problème de la terminologie. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie, vive, coordination, parcours, intégration, voire fragilité, avec cette ambiguïté qui peut créer un problème en fait quand on veut faire travailler ensemble les acteurs, chacun mettant derrière ces termes un peu ce qu'il entend, autonomie fonctionnelle, autonomie sociale, et qui pour les pouvoirs publics crée une ambiguïté des fois qui peut être à l'avantage, qui va permettre d'attirer tout le monde, c'est-à-dire tout le monde se sentant concerné. Voilà. Donc il y a un peu une sorte de double de jeu, mais qui serait intéressant à explorer plus. Deuxième axe, donc c'est par rapport aux politiques publiques, au rôle des pouvoirs publics, donc qui sont fragmentés, voire très fragmentés. Donc apparemment, notre collègue écossaise disait que c'était vrai aussi dans d'autres pays, c'était pas qu'en France. Et donc toute la question de comment on suscite, on favorise, on reconnaît, et ensuite on aide la diffusion de l'innovation. Donc entre un modèle qui serait assez descendant, voire dirigiste, qui laisse peu de marge de manœuvre aux acteurs, et puis un modèle beaucoup plus ascendant, où il y a des initiatives qui émergent, etc. Voilà. Donc là, il y avait un débat en disant peut-être que la tendance, ça serait plutôt de laisser plus de marge de manœuvre aux acteurs de terrain pour qu'ils puissent s'approprier, et que finalement les pouvoirs publics soient plus là pour donner un cadre, des principes, mais pas quelque chose de trop précis qui enfermerait un peu la créativité. Tout en disant, il y a quand même besoin d'un appui, d'un soutien, et qu'un des problèmes, c'est la temporalité, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que souvent on est dans des cycles assez courts, et qu'on a à peine commencé à mettre en place quelque chose. Donc, si on prend l'histoire, les Mayas, on est passé à PAERPA, alors que les Mayas étaient encore en train de se déployer. Donc, qui peut laisser entendre aux acteurs de terrain que c'est plus vraiment à l'ordre du jour. Enfin, ça crée entre guillemets du flou, de l'ambiguïté. Voilà, PAERPA. Et puis maintenant, on part sur les plateformes. Donc, voilà, il y a une question de bon timing. Autre problème, c'est comment on essaye de favoriser l'équité entre les territoires en laissant, on va dire, beaucoup d'autonomie aux territoires. C'est très bien, sauf qu'il y a des territoires qui sont plus dynamiques que d'autres pour différentes raisons, parce qu'il y a plus, on va dire, de ressources, de potentiel. Mais qu'est-ce qu'on fait du fait que dans d'autres territoires, il n'y a pas, on va dire, cette masse critique d'acteurs qui va pouvoir aussi générer cette innovation. Et donc, voilà, donc moi j'ai réévoqué cette notion d'innovation solidaire, comment on peut créer des ponts entre territoires avec éventuellement de la télémédecine ou peut-être avec des équipes mobiles, etc. Ensuite, donc troisième axe, on a parlé justement des enjeux de découpage territoriaux qui peuvent être un problème puisque
en prenant par exemple l'exemple de la psychiatrie. Donc on a structuré il y a déjà très longtemps les secteurs qui restent un peu les mêmes et qu'on a maintenant des nouveaux découpages avec des territoires de santé, des départements, le territoire pour les clics, les mayas, les réseaux, etc., voilà, qui peuvent être un problème. Quatrième enjeu, donc là c'est une jeune doctorante en économie qui a évoqué donc, des enjeux de financement avec des logiques différentes entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social et social, où on va dire la prise en charge, entre guillemets, donc les restes à charge ne sont pas les mêmes et qui peut, on va dire, biaiser et ne pas favoriser une collaboration équilibrée entre les acteurs. Alors, en fait, on s'est arrêté sur un 5e enjeu qui nous a semblé assez central et on a commencé à élaborer sur qu'est-ce que pourrait être un projet de recherche autour de cet enjeu. Vous allez me dire de quel est-ce ? Eh bien, c'est la question de la coopération interprofessionnelle, qui a été un petit peu évoquée tout à l'heure. Et en fait, on s'est dit ce qui serait un programme de recherche. Voilà, donc c'est une première idée. Ça pourrait être d'abord de voir de faire l'inventaire des obstacles. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui obstacle à cette interprofessionnalité ? Avec un premier niveau d'analyse. Voilà, qu'est-ce qui fait de manière réglementaire, de manière dans les pratiques, etc. Mais avec un deuxième niveau d'analyse qui serait, c'est pas aujourd'hui qu'on commence à en parler, ça fait longtemps, il y a déjà eu des propositions, il y a la conférence nationale de santé qui avait des propositions, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à aller plus loin ? Voilà. Donc, il y a peut-être d'autres leviers à agiter. Et puis, autre axe sur les obstacles, c'est se dire qu'il y en a peut-être certains, on parle toujours des mêmes, peut-être qu'il y a des obstacles cachés, voilà, des sortes d'angles morts qu'on n'a pas explorés et qui serait intéressant d'aller regarder de plus près. Ensuite, donc, l'idée, ça serait de déboucher, donc on était dans la recherche qui pourrait faire des recommandations, d'avoir 2 axes qui seraient autour de recommandations pour les pouvoirs publics et vis-à-vis des acteurs de terrain. Donc on a évoqué, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mobiliser la sociologie des professions, qui très clairement doit jouer un rôle. Voilà, il y a des enjeux entre professions qui évoluent, qui se sentent toutes plus ou moins en crise. On a l'impression que tout le monde se sent fragilisé. Et puis toute la question de la pédagogie. Comment est-ce qu'on fait de la pédagogie sur le fait de travailler ensemble ? En fait, on a l'impression, en tout cas en France, que ce n'est pas suffisamment problématisé, ce besoin de travailler ensemble, de prendre conscience que ça devient essentiel. Voilà. Et donc ensuite, de voir comment on peut développer des approches pédagogiques par rapport à ça. Alors, on a eu des retours intéressants là, de 2 professionnels, donc d'une gestionnaire de cas donc, qui a parlé de ses difficultés donc à travailler ou à faire travailler différents professionnels, et puis d'une psychiatre qui avait aussi des problèmes de positionnement par rapport aux autres professionnels. Voilà, donc on a conclu avec plusieurs volontaires pour monter un petit groupe de travail autour de cette thématique. Merci beaucoup. Donc, nous allons terminer avec le dernier atelier présenté par Bénédicte Gombaud de la Fondation Roi-Baudouin. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la Fondation Médéric Alzheimer de nous avoir invités. Nous travaillons depuis de nombreuses années ensemble et on a pu construire un projet européen et échanger d'expériences mutuelles et c'est toujours assez enrichissant. Alors le thème de notre atelier, c'était « Réponse sociétale solidaire et respectueuse des droits ». Nous avons eu la chance d'avoir Fiona Kelly qui a un profil assez intéressant parce qu'elle est à la fois infirmière et à la fois chercheuse dans un milieu académique. Et la combinaison de ces 2 expériences ont évidemment fort enrichi son exposé. Alors, je savais que je passais la dernière et Fiona Kelly a fait une présentation PowerPoint très détaillée. Alors, je vais passer assez rapidement sur sa présentation pour me focaliser sur ce qui peut éventuellement avoir un impact sur des projets de recherche futurs. Alors, la perspective de Fiona Kelly était comment est-ce que les lunettes, les lentilles des droits de l'homme peuvent permettre de mieux accompagner les personnes qui ont des difficultés cognitives. Alors, elle s'en est référée à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie, droit à la liberté, sécurité, respect de la vie privée, liberté d'expression,
interdiction de discrimination. Et puis alors il y a un participant qui a rajouté l'article 6, qui a d'ailleurs suscité des grandes discussions par après, sur les droits à avoir un avocat lors de la mise sous tutelle. Alors je suis belge, donc je ne connais pas tous les enjeux ici en France, mais j'ai remarqué que c'était assez animé. Alors lorsqu'on parle des droits de l'homme, on ne pense pas toujours à notre vie quotidienne, aux personnes âgées, à là où on vit. Et pourtant, Fiona Kelly nous a cité une citation de Eleanor Roosevelt qui a dit « Où commencent les droits de l'homme ? Eh bien, dans de petits lieux proches de chez nous. Tant que ce n'est pas chez nous, on ne peut pas encore parler de progrès dans le monde de manière générale. » Alors, la violation des droits de l'homme se fait souvent de manière non intentionnelle. On ne s'en rend pas toujours compte, que ce soit dans la relation soignant-soigné, proche, personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, ou que ce soit le juge en contact avec la personne vivant avec des difficultés cognitives, donc au niveau individuel, au niveau institutionnel, ou même au niveau des décideurs, du législateur. Il y a eu des discussions sur les questions d'usage inapproprié d'antipsychotiques, il y a eu une discussion sur les contentions, sur justement le droit à avoir un avocat lors d'une mise sous tutelle. Sur le coût des soins aussi, il y a une gestionnaire de cas qui nous a exprimé le fait que le coût des EHPAD était parfois un frein, et dans certaines familles où on n'était pas toujours à même de prendre soin de manière respectueuse des droits de l'homme de la personne âgée. Alors donc là, le message principal de Fiona Kelly, c'est que l'approche fondée sur les droits de l'homme, appliquée aux soins de santé, permet d'apporter un autre regard, et c'est vraiment un changement de paradigme, et les droits de l'homme sont un moyen, mais également une fin. Alors, qu'en est-il pour les perspectives de recherche ? Alors, on a eu plusieurs exemples de recherches qui sont faites sur le terrain, et ça, c'est un élément qui est fort ressorti, mais qui est déjà ressorti avant dans les ateliers précédents, c'est l'importance pour les chercheurs d'aller sur le terrain. Madame Andrieux en a parlé ce matin également, et de considérer les personnes âgées, mais également les soignants, comme des personnes qui ont une expérience du vécu, qui peuvent apporter un contenu à la recherche. Alors, toute cette recherche sur le terrain permet aussi, et il y a une grande nécessité de recherche à ce niveau-là, d'évaluer les changements qu'apportent les interventions fondées sur les droits de l'homme. Il y a par exemple une recherche qui est en cours sur les marges de liberté des personnes âgées en EHPAD, qui est financée par la Fondation de France à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'il y a un intérêt croissant des professionnels par rapport à toute cette question des droits, toutes les questions éthiques, et les professionnels de terrain qu'on accuse quand même régulièrement de maltraitance, etc., mais qui sont eux-mêmes frustrés par rapport à des problèmes de temps, des problèmes financiers, ne demandent qu'à réfléchir à partir de situations concrètes et qu'à échanger avec les chercheurs, et je crois que c'est vraiment un gagnant-gagnant. Alors les chercheurs sont invités à aller sur le terrain, mais alors les personnes de terrain sont invitées à aller chez les chercheurs. On a parlé de projets pilotes qui ont été accompagnés par des chercheurs, de 12 projets pilotes autour du projet de soins personnalisés anticipés, où les chercheurs ont apporté une certaine méthodologie pour pouvoir justement rassembler des données lors de la mise en œuvre de projets pilotes et de pouvoir en tirer certaines conclusions. Alors, la recherche internationale interculturelle a aussi été mise en avant. On a parlé de l'importance d'échanges nord-sud par rapport à toute cette thématique des droits, où dans nos pays, on a énormément de réglementations, de législations, etc., ou dans les pays du Sud, notamment dans l'Afrique du Nord, où c'est beaucoup moins réglementé. Il n'y a pas une situation qui est mieux que l'autre. Je crois qu'il y a des difficultés des deux côtés, ça s'est ressorti, mais il y a aussi des leçons à tirer des deux côtés. La place de la personne âgée dans les pays où il y a peut-être moins de réglementation, etc., est parfois plus... La personne est plus respectée dans certains pays que dans l'autre. Quelle est l'influence des lois ? Enfin, il y a un sujet de recherche assez intéressant. Il y a une réelle demande d'échange d'expérience par rapport à ça. Alors, un quatrième aspect, dont là je ne peux pas ne pas en parler, c'est un sujet de recherche bien spécifique par rapport aux droits des majeurs protégés.
Il y a vraiment un besoin de recherche interdisciplinaire. C'est vrai qu'en tout cas en Belgique, quand on interroge les personnes sur leur qualité de vie et ce qui a influencé leur qualité de vie, tout au long du processus, que ce soit la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou les proches, la mise sous tutelle ou tous les différents éléments proches de la mise sous tutelle sont considérés comme des moments très, très douloureux. D'où une importance d'échanger, d'informer, d'associer les juristes et les personnes de terrain, et les gériatres, et les psychologues, et les neurologues, etc. Et donc là, il y a un sujet de recherche. Il y a l'Université de Rennes qui en fait déjà, mais il y en a d'autres sûrement en perspective. Et alors toute la question qui est fort ressortie aussi, c'était aussi le titre de notre atelier, la dimension sociétale, l'information, c'est déjà ressorti aussi, l'information vers la société, vers le citoyen, vers la personne. On ne connaît pas toutes les possibilités de personnes de confiance, de mandats de protection future, etc. Et peut-être qu'il y a aussi un changement de mentalité. On n'a peut-être pas toujours envie d'y penser. Il y a encore certains tabous. Donc là aussi, dans la communication vers le grand public, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, dans la communication entre chercheurs également, donc il a été question de traduire certaines recherches françaises en anglais. Et alors, il y a des colloques en perspective. La Fondation de France et ISATIS organise, entre autres, des colloques dans un avenir assez proche sur le sujet. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant passer au dernier temps de cette journée.